Partir. Figure de voyageurs, d'explorateurs, d'exilés, de travailleurs, de réfugiés politiques ou de touristes. Les motivations qui conduisent les hommes à se déplacer sont variées. Quitter un monde, une culture, une société familière pour découvrir un univers vierge des règles connues. Le voyage, souvent synonyme de vacances, transporte avec lui nos désirs et nos rêves. Cela a-t-il toujours été le cas ? Quelles étaient les aspirations de nos ancêtres à se déplacer ? Aujourd'hui, comment permettre le dialogue entre tradition et modernité dans un monde où le tourisme de masse est souverain ? Quel est notre rapport à l'autre ? Mais la mobilité ne peut se réduire au voyage. Les motivations qui poussent les individus ne relèvent pas toujours d'un libre arbitre ou d'une envie personnelle. En 2014, plus de 230 millions de personnes traversent les frontières pour des raisons politiques, économiques, climatiques. Quels sont les enjeux de cette nouvelle donnée migratoire ? Mesdames, Messieurs, j'ai le grand bonheur et c'est un plaisir d'ouvrir cette journée en la qualité de président en charge des relations internationales et de l'Europe. Je suis vraiment très fière, je dois vous dire, que nous soyons réunis. Je vous remercie d'avoir venu à l'invitation de s'entraider pour cette journée. Je suis très fière que nous soyons réunis aujourd'hui sur cette thématique. Merci à vous tous. Juste pour introduire la table ronde de ce matin, il nous paraissait au sein du conseil d'administration s'entraider intéressant de se poser les questions liées au voyage, aux migrations et aux mobilités aujourd'hui. Enfin, sous forme digitale, saluer l'ensemble des internautes qui sont là ce matin, parce que gageur ultime que de parler du voyage, de l'immigration et des mobilités en pleine des trains. Merci pour votre invitation. Merci à vous de tout ça. De façon générale, la marque intime du voyage, disons, c'est la rencontre. Alors, en quoi est-ce que je pourrais vous montrer que c'est important de prendre un peu de profondeur temporelle? On peut remonter dans le temps et finalement assez loin, jusqu'au cœur du Moyen-Âge, pour essayer de comprendre ce qu'on a dans la tête, nous-mêmes, aujourd'hui, quand nous voyageons. La figure majeure du tourisme contemporain, probablement, depuis un demi-siècle, c'est celle qui a émergé dans les années 1970, mais qui faisait fond sur un modèle plus ancien, qui a monté au moins aux années 1950, qui est le modèle de Routard. Comme toujours dans l'histoire, quand on voit apparaître ce phénomène des routards dans les années 1970, c'est à la fois une réaction contre les modèles des époques précédentes et en même temps un héritage. Le modèle précédent, c'est celui du touriste. Le touriste qui apparaît au tournant des 18e et 19e siècles, un peu d'abord en Angleterre, et après sur le reste du monde. Le touriste, ça reste aujourd'hui la meilleure façon d'appréhender le phénomène du voyage, c'est-à-dire le phénomène de la rencontre à travers le déplacement dans l'espace, parce que quand le touriste apparaît, je veux dire quand le mot touriste apparaît, en Angleterre dans les années 1780, en France dans les années 1810-1820 et un peu après dans tous les autres pays d'Europe, le touriste se définit précisément comme ce voyageur qui voyage dans un seul but de jouissance du spectacle vivant. Lui aussi se définit par opposition au modèle des époques précédentes. Et le touriste, celui qui voyage dans le seul but
définition très précise. Précisément, le migrant, ce n'est pas le voyageur ou le touriste, c'est quelqu'un qui quitte son pays, qui est né dans un pays, qui vit dans un autre, pour une durée supérieure à celle du voyage, donc supérieure à 1 an, et à des fins souvent de travail, de refuge, de regroupement familial, d'études. Donc le migrant n'est pas le voyageur, même si, comme on va le voir, ça peut parfois se confondre. Aujourd'hui, en fait, il y a autant de migrants qui vont vers le sud que de migrants qui vont vers le nord à l'échelle de la planète. Et ça, c'est tout à fait nouveau, c'est un phénomène qui n'avait jamais eu autant d'importance, même si, par exemple, il faut rappeler qu'au début du XXe siècle, on avait 5% de migrants internationaux. Aujourd'hui, on en a que 3,2%. Donc, peu de gens bougent à l'international, en réalité, mais les destinations se sont considérablement diversifiées. La migration, c'est aussi régionalisé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, dans toutes les régions du monde, la plupart des migrants viennent de la même région du monde. Vous prenez l'Amérique du Sud, l'essentiel aujourd'hui des flux d'Amérique du Sud vient d'Amérique du Sud, c'est-à-dire les pays andins vers des pays dits émergents comme le Brésil, le Venezuela et d'autres qui s'en sortent pas trop mal aujourd'hui, comme l'Argentine, par exemple le Chili, l'Uruguay. Il y a des quantités de liens transnationaux qui se sont construits avec ces migrations qui font qu'il y a, malgré les frontières, une série de proximités qui sont facilitées aussi, on a parlé de transport, mais par les médias. Les médias jouent un rôle essentiel aujourd'hui dans la migration. Les médias, de nouvelles technologies, pas seulement la télévision, mais aussi l'Internet, mais aussi le téléphone portable, et puis aussi la visibilité d'une autre technique de plus en plus sophistiquée qui sont les transferts de fonds. 400 milliards d'euros envoyés l'an dernier par les migrants dans leur pays d'origine, 3 fois l'aide publique aux aides. Les causes des migrations sont des causes profondes. Elles sont structurelles. Ce n'est pas aujourd'hui comme ça, un jour par hasard, que telle personne qui vient de tel pays arrive à l'arrivée de tout ça. Il y a des causes très profondes qui sont liées d'une part à des traditions migratoires, des phénomènes structurels qui sont liés aux inégalités du développement humain, aux mesures aujourd'hui du développement humain, également les études, la volonté de changer de vie, parce qu'on considère que chez soi, il n'y a aucun espoir. Ça, c'est très important. C'est le voyage d'un garçon qui est jeune, qui a 17 ans, qui s'appelle Biram. Il est sénégalais, donc voilà un jeune garçon qui vit sur la petite côte, à Mbour, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un endroit justement visité, très apprécié par les touristes. Généralement à Mbour, il y a des petits hôtels, on va chez l'habitant ou dans les campements pour un tourisme un peu plus vert, ou alors eh bien, on se rend dans des hôtels. Biram, lui, parce qu'il vient d'une famille pauvre, parce qu'il n'a pas de travail, il n'a pas de diplôme d'ailleurs, celui-là, il vit dans la cour de femmes. Il y a des femmes qui pilent le mil toute la journée, il regarde la mer et il imagine, au-delà de cette mer, ce que pourrait être sa vie. Il imagine faire l'aventure. Dans une première partie, il imagine faire cette aventure-là et puis il va trouver des moyens financiers, des moyens aussi matériels de franchir l'eau, de franchir aussi le désert, puisque ce qui m'a semblé vraiment important, et d'ailleurs je l'ai découvert lorsque j'ai façonné ce livre-là, c'était qu'on parle de migration, donc on imagine un déplacement forcément, on imagine une mobilité, mais très rapidement, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des migrants et des migrantes, je me suis rendu compte qu'il y avait plutôt une immobilité, qu'il y avait finalement pas mal d'entraves à aller plus loin. Alors ce qu'on imagine, ce qu'on a dans la tête lorsqu'on est migrant, on se dit, mon pays d'accueil, ça va être par exemple la France, et tout compte fait, on met l'argent pour ça, des économies qui sont ses propres deniers, mais surtout les deniers de toute une famille, de tout un quartier qu'on mise aussi sur vous. Donc c'est un investissement collectif. Et alors, vous pensez que vous allez peut-être gagner la France en quelques jours, en quelques semaines, que vous allez dépenser peut-être 1 000 € pour la traversée. Mais en vérité, vous allez devoir dépenser beaucoup plus et parfois, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas vous déplacer, mais vous allez stagner. Et c'est ce qui m'a semblé important dans tous ces migrants, dans tous ces parcours de migration que j'ai eu l'occasion d'entendre parce que j'écris moi in situ sur le terrain, je me déplace, j'enregistre et puis plus tard, bien plus tard, je reviens dans mon bureau et là je commence à travailler. Donc je suis revenue avec 100 heures au moins de récits entre guillemets de voyage. Et tout ça me disait, bien voilà, moi je pensais partir là, je pensais arriver
je pensais arriver dans tel endroit et finalement je ne suis jamais arrivée. Et finalement je pensais mettre 3 mois, grand maximum. Et finalement parfois vous rencontrez, souvent d'ailleurs vous rencontrez, que ce soit à Rome, dans les ghettos à Rome, où on trouve des Éthiopiens, des Érythréens, que ce soit à Lampedusa, vous rencontrez un désordre d'humanité sans nom, et vous les entendez, et eux vous disent, ben non, moi j'ai parfois 5 années, 10 années, parfois même 20 années d'Europe dans les pattes, d'Europe dans la tête, alors que la tête elle est toujours au pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de déplacement, on est toujours coincé, on est toujours entre deux. Alors le voyage, il est prévu ici pour aller là-bas. Et là-bas, on va se retrouver dans un autre contexte culturel avec d'autres repères. Et nos repères, nos façons de nous comporter ici, qui fonctionnent très bien, là-bas vont être prises en défaut, vont être surprises, ce qui va alimenter soit une déstabilisation, soit un choc interculturel différent. Et l'altérité, la rencontre, elle va provoquer des déstabilisations qui vont éventuellement amener un choc. C'est-à-dire que nos repères sont partiellement efficaces parce qu'on a un processus mental qui gère les différences au quotidien, entre hier et aujourd'hui. Et ce processus-là, entre hier et aujourd'hui, ici, il n'y a pas trop de difficultés à gérer les différences. Vous n'êtes pas déstabilisé parce que vous êtes aujourd'hui parmi nous. Merci à toute l'organisation. Mais en revanche, si vous êtes dans une vie en immersion à l'extérieur, dans un pays où vos codes sont surpris, la masse d'informations à gérer est énorme. Et là, ce processus-là ne fonctionne pas. Parce que, je dirais, la quantité d'informations qu'il peut gérer, il ne peut plus la gérer. Et c'est ce processus qui crée une déstabilisation. Et cette déstabilisation, si elle est émotionnellement forte, elle va alimenter un choc. Partir. L'homme s'est toujours déplacé, a toujours quitté son lieu de vie vers une contrée qui ne lui était pas familière. Voyageurs, explorateurs, exilés, travailleurs, réfugiés politiques, touristes, les profils de ceux qui prennent la route sont variés et répondent à des motivations de différentes natures. Ainsi, les déplacés environnementaux croisent les retraités du Nord avides de vitamine C, tandis que les Occidentaux en mission professionnelle côtoient les exilés politiques. Expliquer les mouvements humains n'est donc pas chose simple et a été l'objet de ce colloque régional. 1 milliard de personnes est aujourd'hui en mouvement dans le monde.